Eh ben, tout d'abord, grand merci pour votre participation. Donc, on est sur un webinaire qui va durer 45 minutes, donc de 14h15 à 15h. L'idée, c'est donc de présenter un dispositif d'accompagnement. Donc, Nolwenn Simoneau, qui représente BPI France, va vous faire une présentation très exhaustive. Et ensuite, on aura la présentation d'une entreprise qui a participé, enfin, sous l'angle consortium, évidemment. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On fera évidemment une session de questions-réponses. En fonction des questions, on va peut-être la scinder en deux. Une première à la fin de la présentation de Nolwenn et puis une seconde ensuite. Voilà, pour les aspects pratico-pratiques. Et peut-être quelques mots aussi sur le cycle de lancement des webinaires Horizon Europe. Donc là, on est plutôt sur la fin du cycle, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver normalement en replay tous les webinaires thématiques qui donc expliquaient à chaque fois des parties très précises du programme cadre. Et également des webinaires comme celui-ci qui ont vocation à vous expliquer plutôt des dispositifs d'accompagnement. D'ailleurs, je rappelle à ce titre qu'on a fait une présentation ce matin du DIAG Europe, qui est le pendant de DIAG PTI dont on va parler aujourd'hui et qui s'adresse uniquement à des projets individuels, donc monobénéficiaires, et en particulier pour déposer un dossier auprès de l'EIC Accélérateur. Et vous pouvez aussi retrouver toujours sur le portail Horizon Europe le webinaire qui présente le dispositif MRSEI qui est piloté par l'ANR et donc qui est le pendant académique du coup des DIAG. Voilà, donc l'objectif du webinaire, il est double. Je dirais qu'il y a un enjeu un peu général qui est d'incitation à la participation des acteurs français, parce que vous le savez sans doute, on peut faire mieux. Les acteurs français participent déjà beaucoup, mais rapporté évidemment à notre écosystème, mais aussi à notre participation financière au programme cadre, on a le sentiment qu'on pourrait retirer davantage en tout cas avoir un taux de succès plus important, retirer davantage de subventions. Donc il y a un vrai enjeu d'acculturation et de mobilisation des acteurs et en particulier des entreprises au programme européen. Il y a beaucoup de choses à déconstruire. Non, c'est pas inatteignable, non, c'est pas très compliqué. Et en tout cas, on peut vous aider. Voilà, c'est le principal point à retenir. Et donc, en particulier, aujourd'hui, on va se pencher sur DIAG PTI, qui est en fait un instrument qui est porté par BPI France et qui a connu une refonte récemment, d'où l'intérêt aussi de repasser un petit peu en revue, évidemment, l'identité du dispositif, mais aussi les modalités. Et bien sûr, après, pouvoir avoir une session, disons, un peu plus interactive. Vous pourrez poser des questions donc à l'entreprise qui a participé, enfin, qui a en tout cas bénéficié de ce dispositif-là, puisque c'est toujours plus concret. Ça permet de s'identifier aussi. Je ne vais pas m'appesantir davantage. Je te laisse la parole, Nolwenn, comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là effectivement pour vous parler de ce DIAG Partenariat Tech International. Et comme l'a déjà dit Laura, si vous avez assisté ce matin à la présentation du DIAG Europe, il s'agit vraiment du pendant, mais pour le collaboratif, avec du coup une enveloppe un petit peu plus large, puisque quand on part sur du collaboratif, effectivement, il y a ce côté un petit peu complexe dont parlait Laura, et là, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier tout ça et d'aller chercher plus de financement collaboratif, des financements européens, et puis une enveloppe un petit peu plus large, parce que lorsqu'on part sur un projet collaboratif R&D à l'international, on est sur beaucoup de problématiques, là où on en aurait peut-être un petit peu moins en tant que monobénéficiaire en allant chercher seul des financements. On est sur du collaboratif, on est sur de la R&D, donc de l'innovation avec quand même un niveau de risque, et puis on est sur de l'international. Donc effectivement, ça fait beaucoup de choses et parfois il est très compliqué de se dire allez c'est bon j'y vais, de se lancer. Et pourtant, nous la façon dont on voit ça, et je rejoins complètement Laura sur il faut vraiment y aller et on peut encore mieux faire.
C'est au contraire pas quelque chose de trop compliqué ou quelque chose enfin, voilà, il faut démystifier. C'est au contraire un premier pas assez sécurisant vers l'international. Car bien souvent, on s'en rend compte de notre côté, lorsque vous partez sur du projet collaboratif R&D à l'international, c'est évidemment pour tout ce qui pourrait être de diversification, d'améliorer le produit en tant que tel, puisque vous faites appel à des briques technologiques d'autres experts du domaine en trouvant un partenaire. Mais bien souvent, c'est aussi un premier pas vers un marché international. Et là où finalement, à travers l'export, vous pourriez partir un peu seul avec un produit bien français dans un marché que vous connaissez moins, que vous connaissez peu, avec des codes différents, une culture différente. Là, finalement, dans un projet collaboratif R&D avec un partenaire international, eh bien, l'avantage, c'est que vous arrivez certes sur un nouveau marché à terme, si c'est là votre objectif, mais vous avez tout de même co-développé un produit avec un partenaire local. Bien souvent, ce partenaire local vous ouvre en plus des possibilités de réseautage dans son propre réseau, qui est donc un réseau plus local. Lui a ses codes du marché. Donc vraiment, au contraire, il faut y aller, puisque l'objectif, c'est de vous accompagner au mieux, grâce à ce diag, mais évidemment à beaucoup d'autres choses, vers ces projets européens. Donc, préparer son projet collaboratif R&D, ça demande beaucoup de choses une fois qu'on trouve le courage pour y aller. La première chose, c'est trouver un partenaire. Alors, vous le savez, vous n'êtes pas obligé de faire appel à des prestations payantes pour cela. Et je salue tous mes collègues de EN que j'ai vus dans le chat. Vous pouvez faire appel, du coup, à Enterprise Europe Network pour vous accompagner, trouver un partenaire. Mais vous pouvez aussi demander, du coup, à un partenaire externe, un expert conseil peut-être, de vous accompagner, de vous aider à faire une expression de besoin, à aller voir dans son propre réseau pour aller trouver un partenaire, car pour un projet collaboratif, le partenaire, c'est souvent essentiel. Que ce soit évidemment l'unique partenaire de l'autre côté, ou au contraire que vous ayez peut-être déjà 2 briques et que vous recherchiez une 3e brique ou un autre partenaire, soit dans un 3e pays, parce que bien souvent, il est question d'avoir plus de 2 pays présentés, ou alors tout simplement parce qu'il vous manque une petite brique ou un partenaire académique additionnel, et c'est là que vous pourriez avoir besoin d'aide. Donc première chose. Ensuite, évidemment, c'est la partie collaborative. Alors la partie collaborative, il faut savoir organiser son projet de R&D. Qui va faire quoi? À quel moment? Où se situe la limite? Et puis, très proche, finalement, négocier l'accord de consortium. Et vous pourriez avoir besoin d'aide, non seulement du coup sur ce côté négociation. Qu'en est-il ensuite de l'IP, de la propriété intellectuelle ou industrielle? Qu'en est-il de la commercialisation? Voilà, qui s'engage à quoi? Donc négocier cela, mais peut-être aussi recevoir une aide un peu plus juridique pour tout ce qui va être contractualisation. On parle d'international, alors là on parle d'Europe, donc il y a quand même un droit européen commun sur certaines thématiques, mais il n'empêche qu'il peut y avoir quand même des disparités et il est très intéressant de pouvoir se faire accompagner, peut-être par un expert plutôt juridique sur cette partie-là s'il y a besoin, a fortiori lorsqu'on monte des grands consortia. Et puis enfin, last but not least, parce que généralement, c'est quand même une grosse partie des demandes que l'on reçoit dans le DIAC Partenariat Tech International, on est sur comprendre et rédiger le dossier. Comprendre parce que il peut arriver que vous, entreprise, vous ayez tendance à avoir ce discours très scientifique finalement et très technique parce que c'est votre projet, c'est votre entreprise et vous essayez d'en montrer toute la complexité et tout ce que vous pourrez réussir à faire du côté scientifique. Là où peut-être, sur certains appels à projets, le jury attendra aussi une vision, peut-être pas marché, mais en tout cas de votre stratégie commerciale quand même. Et donc, en fait, c'est savoir arriver à décrypter au mieux, vous qui, surtout si vous êtes sur un premier appel à projet, ne connaissez pas encore forcément ce qu'il y a derrière, apprendre à comprendre ce qui est vraiment demandé, comment il faut découper son argumentation, et puis rédiger le dossier. Alors attention, et je pense que Jacques qui est avec moi vous en parlera aussi, l'expert ne fera pas tout, vous avez besoin d'être là parce que les idées viennent quand même de chez vous au départ, mais par contre rédiger le dossier parce que bien souvent vous êtes les premiers à nous le dire, il y a quand même un jargon européen attendu et vous ne le possédez peut-être pas initialement. Donc vraiment, ici, vous avez une liste qui est non exhaustive, évidemment, mais qui recoupe, on va dire, les grandes catégories que l'on retrouve généralement dans nos DIAG, Partenariat Tech International. L'idée, toute simple, c'est finalement de vous accompagner dans tout ce qui va vous permettre de structurer et de renforcer votre projet avant de déposer le dossier auprès du guichet européen. Et quand je dis européen, je fais une parenthèse, mais il est évident que c'est tout ce qui sera collaboratif international. Donc on parle d'Horizon Europe, ça peut être Eurostars par ailleurs sur Eureka, ça peut être du bilatéral entre 2 pays plus largement. Mais aujourd'hui, du coup, on parle d'Horizon Europe. Donc l'idée, c'est vraiment que nous soyons là pour vous accompagner sur cette phase amont, pour vraiment vous aider à structurer et à aller chercher à avoir beaucoup plus de lauréats français, du coup, dans nos financements européens.
Comment ça fonctionne? Alors, si vous connaissez déjà ce DIAG Europe et les autres DIAG de BPI France, vous connaissez le principe. L'objectif, c'est pour nous de prendre en charge 50% du montant de la prestation que vous pourriez demander dans ce cadre-là. Et on va voir le détail du coup tout de suite. En termes de conditions d'éligibilité, premièrement, alors vous allez le voir et vous le voyez, les conditions d'éligibilité sont assez larges en réalité. Il n'y a évidemment pas de secteur puisque Horizon Europe recoupe évidemment plein de secteurs. Il suffit d'être une entreprise. Alors ça, on y tient. Ce ne sera pas possible pour, par exemple, un partenaire académique. Une entreprise, car vous devez être aussi coordinateur du consortium. Et c'est finalement le vrai point qui nous importe. On a besoin de vous aider à vraiment leader ce consortium. Donc, que vous soyez une entreprise, coordinatrice du consortium, et puis après, vous connaissez peut-être les règles BPI France, être implanté en France, parce que c'est écrit dans le titre, Banque publique d'investissement de France, donc on va privilégier quand même les entreprises françaises, et puis avoir moins de 2000 employés. Donc là, on est quand même sur de la belle ETI déjà, ce sont les règles de notre côté, donc on peut vraiment vous accompagner, quelle que soit votre taille, PME, mais aussi un petit peu plus grande. Et comment ça marche? Alors vraiment, l'idée, c'est vrai que Laura disait que ça venait de changer. Alors pour ceux qui ont connu, nous avions avant l'aide au partenariat technologique, l'APT. L'objectif était le même, vous accompagner vraiment sur la phase amont. La grosse différence, c'est que le dépôt était plus lourd, beaucoup plus lourd, et c'est la raison pour laquelle on a changé, puisqu'on était sur un vrai dossier, avec des vrais documents, de l'écriture de dossier, pour nous demander cette aide en amont. Là, non. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de plus transparent possible, d'y aller le plus rapidement pour vous et de s'adapter à vous. C'est-à-dire qu'on a une timeline qui va s'adapter à la vôtre. On n'a pas d'appel à projet, évidemment, c'est une demande au fil de l'eau, puisqu'on se doute bien qu'en fonction des deadlines que vous allez déjà avoir sur les projets européens, vous n'allez pas avoir tous les mêmes. Donc, vous pouvez faire une demande lorsque vous le souhaitez dans l'année, et la réponse se fait sous 1 à 2 semaines. Donc, 1 à 2 semaines, ce qu'on veut dire en fait derrière, c'est que c'est rapide. Et si jamais vous nous envoyez un message en plus en nous disant, écoutez, voilà, on s'y est pris un peu tard, l'appel à projet se termine dans X semaines, ce serait bien que ce soit plus rapide, c'est du cas par cas. C'est pas une usine derrière et on va faire en sorte que ce soit encore plus rapide. Moi, j'ai eu le cas cette semaine-là, je suis en train de finir un dossier, bon, bah, ça va se faire en même pas 48 heures. Donc vraiment, l'idée, c'est que ce soit adapté à votre timeline et que vous ne preniez pas peur. Encore une fois, il faut aller chercher ces financements européens et maintenant, nous, on s'adapte pour vous faciliter les choses de notre côté. Ensuite, dépôt simplifié, c'est ce que je mentionnais à l'instant. Donc, vous avez ici le lien vers le mini-site. Et quand je marque demande en 10 minutes, c'est presque ça. Ça dépend de la rapidité avec laquelle vous tapez sur votre clavier, puisque en réalité, vous allez avoir quelques informations à remplir sur votre entreprise, mais essentiellement le sirène, le nom, l'adresse. Et puis, nous expliquer quel est l'appel à projet que vous visez. Et puis, en termes de documents, ce sont des documents très attendus que vous allez sans doute avoir déjà en poche. Évidemment, la première chose, le devis. Non signé, je précise, puisque c'est au moment où nous allons vous donner notre validation qu'il faudra signer et contractualiser vous-même avec votre expert conseil. Donc, un document, un devis non signé. Et puis après, ce sont les régularités URSSAF, impôts, la table de capitalisation et votre dernière liasse fiscale. Donc, on est sur des documents assez simples à obtenir, en tout cas si vous ne les avez pas déjà sur Bibliothèque. Donc, voici pour le dépôt. Et puis ensuite, le contrat se fait sous format électronique. Donc, là encore, ça simplifie. Une dernière chose, c'est notre relation avec, du coup, votre prestataire, votre expert conseil. Là encore, l'objectif, c'est que pour vous, ce soit au plus simple. Vous allez déjà devoir être en train de réfléchir à ce que vous allez faire, ce que vous allez proposer dans votre appel à projet. Concentrez-vous là-dessus. Nous, on s'occupe du reste. Donc, la première chose, c'est que le paiement se fait directement auprès de votre expert conseil, ce qui veut dire que vous n'avancez pas les frais. C'est vraiment, on s'engage dès le départ à payer 50% de la prestation. Donc, vous n'allez payer que 50% de la prestation. Et à la fin de la prestation, votre expert conseil nous adressera notre facture de 50%, ainsi que la quote-part, la facture que vous aurez réglée du coup. Et donc, vous n'avancez pas de frais. Première chose. Deuxième chose, donc BPI France va contractualiser avec vous d'un côté, mais avec l'expert conseil de l'autre, et nous allons gérer du coup cette relation aussi en direct. Pas besoin pour vous d'être au milieu à chaque fois. Et enfin, c'est là aussi tout l'intérêt de ne pas être au milieu, parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous le savez peut-être, mais nous avons la possibilité de vous soumettre le nom de cabinet et surtout d'experts conseils individuels que nous avons référencés en fonction de notre cahier des charges. Mais si jamais vous souhaitez
venir avec votre propre collaborateur, votre propre expert conseil, avec lequel vous avez déjà peut-être par ailleurs réussi à lever de l'argent au niveau européen, vous voulez vraiment travailler avec lui, c'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, il faudra prendre en compte que nous ne pourrons sans doute pas vous faire un retour sous 48 heures, puisque il nous faudra faire rentrer votre expert conseil dans notre base de données. Et donc ça va demander un certain nombre de documents, vérifier par rapport au cahier des charges, vérifier les documents pour le paiement à la fin. Mais ça, encore une fois, c'est extrêmement transparent pour vous puisque nous le réglons en one-to-one, en direct avec votre expert conseil, donc vous n'aurez pas à vous en occuper. Voilà pour le côté process et esprit dans lequel a été fait ce DIAC Partenariat Tech International. Vous l'avez compris, simplicité. Et donc, finalement, quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là, le financement. Donc, je vous le disais au départ, on part sur un DIAG assez classique BPI France. L'objectif est pour nous de prendre 50% en charge de cette prestation. Et la prestation doit être limitée à 25 000 € achetés, soit 30 000 TTC. Et donc, si vous avez bien calculé, on est sur une aide de BPI France de maximum 15 000 € par projet. Sachant que si jamais vous souhaitez postuler à plusieurs, parce que je pense que ça va être une question, à plusieurs appels à projets, ce que je veux dire, c'est plusieurs, et donc demander plusieurs fois le DIAC Partenariat Tech International, on va voir au cas par cas. C'est envisageable que vous demandiez par exemple une année puis une autre parce que vous voulez redemander en retravaillant, surtout en ce moment on est en train vraiment de changer les formats entre Eurostars 2 et Eurostars 3 et puis avec ce nouveau Horizon Europe. C'est envisageable, mais n'hésitez pas à nous contacter et puis on fera au cas par cas pour discuter avec vous et voir ce qui est possible. Voilà, alors je ne sais pas Laura si tu veux qu'on fasse une première salve de questions ou si je passe déjà la parole. Grand merci Nalouen. On va peut-être prendre la première question, comme ça c'est, puisque je vois qu'on est encore dans les temps, comme ça c'est fait. Donc première question, quels critères pour un expert conseil qui ne serait pas référencé par BPI France? Alors là, on a un cahier des charges, donc je ne peux pas vous donner exhaustivement tous les points qui sont présents dedans. Si jamais vous avez déjà accompagné des entreprises pour aller chercher ce genre de financement, on va regarder votre track record, évidemment, et puis on va voir ça en one-to-one. Alors pour le coup, il y a des appels à candidature, à manifestation et le précédent a eu lieu. Je ne sais pas, je connais pas la date du prochain, et sinon du coup ça se fait vraiment au cas par cas, c'est-à-dire si une entreprise vient en vous proposant, évidemment, on l'accepte et à ce moment-là, on vous fait rentrer dans la base de données. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'ouverture sur un appel à projet plus global pour le prochain. Merci. Alors, autre question, existe-t-il un critère de durée d'existence minimale pour être éligible une ou plusieurs années? Alors, je ne sais pas si on parle d'éligibilité du côté conseil ou côté entreprise. Alors, je pense que c'est du côté entreprise. Nous, pas pour le DIAC PTI. L'essentiel, c'est que ça vous serve à quelque chose. Donc, il faut que vous puissiez être éligible pour les programmes d'Horizon Europe. Et donc, voilà, enfin, nous, c'est généralement ce qu'on a en tête. Par contre, si vous êtes tout jeune, mais vous pouvez être peut-être une spin-off ou quelqu'un qui a déjà créé d'autres entreprises qui fonctionnent bien et vous partez justement sur une diversification de produits et donc vous êtes très jeune, mais vous avez peut-être déjà du capital. Nous, on regardera pas votre âge en réalité. Donc non, il n'y a pas un gros no-go. Après, encore une fois, au cas par cas, il faut quand même que ça vous serve à quelque chose et que vous puissiez aller chercher des fonds derrière. Mais non, pas d'âge limite. Pas de contre-indication, a priori. OK. Et du coup, troisième question, et ensuite on passera à la seconde phase. Quid des experts en conseil étranger? Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est tout à fait possible. On en a eu. Alors simplement, le référencement est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes documents des deux côtés. Mais c'est envisageable, tout à fait, on en a. Et je vois une demande particulière. Donc, j'ai demandé la liste des consultants référencés par BPI France pour Eurostar, mais je n'ai pas eu de réponse. Puis-je vous rerouter ma demande? Je suppose que oui. Bien sûr, évidemment, il y a l'adresse mail à la fin de la présentation. Et puis sinon, je vais regarder votre nom et la trouver. Et vous faire remonter du coup les informations. Et sinon, écrivez-moi. Vous savez comment ça fonctionne chez nous, c'est prénom.nom@bpifrance.fr. Donc écrivez-moi et on vous fait remonter une liste. Tout à fait. Excellent. Merci. Super. Eh bien, passons à la phase 2. Alors, du coup, Monsieur Perret-Laperne, si vous voulez prendre la parole et nous présenter, alors peut-être du coup rapidement déjà le projet et puis votre expérience aussi du DIAG. Et ensuite, voilà, on verra au fil des questions si besoin d'enrichir. Merci.
Oui, avec plaisir. Donc, je suis Jacques Perret-Laperne. Je viens de créer une nouvelle start-up depuis 2017 et on a donc soumissionné à un projet européen Eurostar en septembre 2020. Dans notre société, la société Amatroisi travaille sur un domaine qui est la restructuration des documents déstructurés, c'est-à-dire que l'on prend des fichiers PDF qui contiennent des informations graphiques et on essaye de les restructurer un peu comme ont pu le faire Microsoft et Adobe avec des PDF textuels. Nous, on essaye de le faire avec du PDF graphique. Et donc, pour faire ça, on a monté un projet Eurostar. Et c'est dans le cadre de ce projet Eurostar, après avoir pris contact avec BPI France, qu'on a pu mettre en place le DIAC PTI. Donc, ce que je vous propose, c'est en un slide très rapide de vous montrer, je pense, les 3 points fondamentaux qui ont été pour nous importants pour le DIAC PTI. Le premier, c'est la simplicité. On vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est excessivement simple. Comparé à beaucoup de procédures de BPI France, je dirais que là, c'est vraiment la simplicité extrême. Ensuite, c'est excessivement rapide et puis ça sera efficace. Alors, simplicité, pourquoi? Parce que nous, quand on a commencé à monter le projet Eurostar, on a pris contact avec Odile Hénin à BPI France à Paris, qui tout de suite nous a dit qu'on avait la possibilité de mettre en place un DIAC PTI. Et elle nous a demandé de nous retourner vers BPI France en région, puisque nous, on se trouve en Nouvelle-Aquitaine, du côté de Pau. Et on a pris contact donc avec les personnes de BPI France à Pau. Et le DIAC, en effet, s'est monté très, très rapidement. Bon, le seul point un peu important qu'il faut, c'est ce qu'on vous a dit, il faut qu'on puisse avoir une facture, enfin un devis, pas une facture, un devis de la part du prestataire. Et en effet, ce devis, il ne faut pas qu'il soit signé. Alors pour nous, ça avait été un peu complexe parce qu'on avait déjà fait pas mal de choses et donc on a dû faire un petit peu machine arrière. Mais enfin bon, BPI France a bien accepté la chose. Et en effet, dans le mécanisme, donc BPI France finance 50%. Vous devez financer 50%, et dès que vous avez financé 50%, BPI France vous donne son accord en général pour le DIAC PTI. Donc c'est excessivement simple et excessivement rapide. Et alors après, est-ce que c'est efficace? Alors pour nous, oui, ça a été excessivement efficace, puisque, bon, je dirais, grâce à cette aide PTI, on a pu remporter un projet européen Eurostar. Alors peut-être que sans ce DIAC PTI, on aurait pu également le faire, mais je pense quand même que ça a été un élément clé. Parce que si on passe à la slide suivante, je pense que le DIAC PTI est nécessaire parce qu'aujourd'hui, bon, la compétitivité est très importante sur les projets européens. Si vous voulez pouvoir avoir un projet, bon, il faut être quand même dans les meilleurs. Et tous les pays font à peu près la même chose. Ils s'adossent à des cabinets ou des structures de ce type-là pour pouvoir avoir plus de chances de réussite. Donc je pense, enfin, si on veut aller sur des projets européens, c'est presque, enfin à mon avis, c'est une condition nécessaire de se faire accompagner par un cabinet conseil pour pouvoir monter ce projet. Ensuite, le point important aussi, c'est que, tout à l'heure, Nolwenn l'a dit, mais c'est avoir un œil extérieur pour la vulgarisation du projet. Bon, j'ai mis vulgarisation, mais il faut savoir que souvent, quand on monte un projet, on est dedans à 100%, on a des termes, on a des visions, et qui ne seront peut-être pas celles que peuvent attendre les experts qui sont en face. Ce sont des experts du domaine, mais peut-être pas aussi pointus que vous dans le domaine dans lequel vous travaillez. Donc le fait de pouvoir avoir un œil extérieur qui va un peu reprendre vos termes, vos phrases ou vos idées pour les vulgariser, je pense que ça c'est un point excessivement important dans le projet pour que les experts vous donnent de bonnes notes. Et dans notre cas, on a obtenu des notes excellentes. Et ensuite, je crois que le troisième point, c'est que ce qu'a dit aussi Nolwenn, c'est que quand on monte un projet, il faut répondre un peu aux attentes des examinateurs. Et comme des projets européens, ce n'est pas tous les jours qu'on en monte quand on est une PME, donc on ne les maîtrise pas parfaitement, alors qu'un cabinet conseil, je pense, eux, les maîtriseront en totalité
et nous pourrons vous aider à mettre les bons termes, les bonnes informations, les bonnes idées dans votre dossier pour que il puisse avoir les meilleures notes possibles et pouvoir comme ça accéder au financement européen. Donc le DIAC PTI est nécessaire, mais le DIAC PTI n'est pas suffisant. Donc, on vous l'a dit un petit peu au début, ça couvre 50% du coût du cabinet des consultants, mais à côté du temps que va passer le cabinet, vous allez passer aussi un temps qui est quand même assez important. Parce qu'il faut trouver les partenaires, il faut faire beaucoup de choses. Même si le cabinet fait beaucoup, il ne fera pas tout. Et vous allez devoir investir pas mal de temps. Pour nous, à peu près, le montage du projet Eurostar, ça a dû correspondre en interne à peu près entre 400 et 500 heures de travail pour pouvoir alimenter les consultants et puis pouvoir monter le dossier. Mais je pense que quand même, c'est une aide, on l'a vu, nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a après le projet, il faut monter l'accord de consortium, il faut avoir le financement de BPI France, il faut avoir les fonds propres nécessaires pour pouvoir recevoir la subvention de BPI France. Donc vous avez aussi après un certain nombre de petits sujets à traiter, qui ne sont pas forcément mineurs et qui sont assez importants quand on monte un projet européen comme ça, comme Eurostar. Bon voilà résumé, c'est assez synthétiquement pour nous ce qu'a été le DIAC PTI. En résumé, je pense que c'est nécessaire et indispensable pour pouvoir monter un projet, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors, pour la conclusion, je ne sais pas si on a le dernier slide qui peut se mettre. Donc le projet qu'on a monté, c'est un projet donc RUD sur la restructuration des documents déstructurés et on a pu avoir des partenaires. On est 4 dans le projet. On a un partenaire canadien, on a un partenaire portugais et un laboratoire de recherche ici qui est proche de nous, proche de la société M3I qui se trouve à Biarritz, près de Bidart. Et ce projet-là, donc c'est un projet de 30 mois qu'on a commencé le début avril. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez mon mail qui s'affiche et ça sera avec beaucoup de plaisir que je pourrai, si je peux, vous aider et vous dire ce que nous, on a pu faire ou quels ont été les petits soucis qu'on a pu rencontrer pour monter le projet. Bon voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Grand merci. Merci, c'était très clair. Peut-être juste avant de prendre les questions, est-ce que l'un de vous, alors peut-être plutôt Nolwenn, peut en 2 mots nous expliquer à l'auditoire ce qu'est un projet Eurostars? Parce qu'on aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Peut-être la différence par exemple avec un projet collaboratif classique dans Horizon Europe. Alors, le programme Eurostars, c'est l'un des programmes d'Eureka. L'essentiel, si vous voulez, pour Eurostars 2, parce qu'il est en train de changer pour Eurostars 3, c'était l'idée d'un partenariat collaboratif, un projet collaboratif avec au moins 2 entreprises de 2 pays différents, mais on est généralement sur un petit peu plus, avec vraiment une grande dimension R&D, quoi qu'elle soit quand même proche du marché finalement, puisque le leader, le chef de file doit être une PME dite Eurostars, c'est-à-dire une entreprise qui a forcément plus de X% ou plus de X ETP dédiés à la R&D. Donc c'est un projet très intéressant si vous voulez qu'on se fasse un autre webinaire sur la question, peut-être à l'occasion d'Eurostars 3, puisqu'il s'agit de subventions. Et donc là, nous attendons les prochaines dates pour Eurostars 3. Est-ce que Laura, tu veux plus d'informations? En tout cas, c'est de la collaboration R&D, mais pas thématique. C'est un appel à projet général. C'était exactement l'objet de ma question. C'était pour qu'on comprenne bien la différence avec les appels à projets collaboratifs classiques d'Horizon Europe qui sont du coup thématisés puisqu'ils se raccrochent à chaque fois à un programme de travail. Donc là, Eurostars qui ne faisait pas partie du programme cadre sous la mouture précédente et qui là du coup rentre dans le cadre global d'Horizon Europe est un petit peu différent. Et donc il faut que ce soit une PME qui soit en lead. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Et donc, on va peut-être... Alors, je fais un tour sur le chat. On va prendre les questions. Donc, peut-on inclure le coût de l'expert dans les coûts éligibles?
Alors, c'est exclusivement le coût de l'expert en réalité qui fait partie des coûts éligibles puisque c'est son devis, sa prestation qui va être payée en tant que prestataire finalement par BPI France et par l'entreprise à 50-50. Ouais, si, non, mais très clair. Puisque nous devons travailler, autre question, pardon, puisque nous devons travailler avec un expert conseil, je ne saisis pas bien le rôle de la BPI dans ce DIAC PTI. Est-ce juste au niveau de la participation financière? Oui, tout à fait. Effectivement, l'objectif, c'est vraiment que vous fassiez appel à l'expert conseil de votre choix. Et BPI France est uniquement là pour prendre en charge 50% de cette prestation de façon financière, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage à payer 50% de la facture. Super, merci. On n'a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant, donc alors, je vais peut-être me retourner côté entreprise pour avoir... Ah, on en a une qui arrive. Donc, je pense que la question sur le coût de l'expert portait sur les coûts éligibles du projet européen. C'est pas... Jacques, si vous avez une réponse, allez-y. Non, je ne pense pas qu'il soit possible de reporter les coûts de l'expert dans le projet européen. À mon avis, ça ne doit pas être possible. Non, c'est-à-dire si on ne fait pas appel au DIAG PTI, mais finalement qu'on prend en charge cette partie-là dans le financement que l'on demande auprès de l'Union européenne, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça. Alors du coup, effectivement, je pense qu'il vaut mieux passer par le DIAG parce que ça risque d'être compliqué. Je sais en tout cas que chez nous, alors je ne sais pas pour Horizon Europe, mais chez nous, quand on fait des projets bilatéraux, il est possible de faire rentrer dans les coûts du financement de R&D tout ce qui va être peut-être accompagnement sur la propriété intellectuelle, par exemple, parce que ça fait partie intégrante du projet de R&D. Mais par contre, préparation du projet, du dépôt de projet, ça, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, c'est pas le cas chez nous et je ne pense pas que ce soit le cas pour l'Europe. Oui, tout à fait. Ça répond à la question. Oui. Merci. En attendant d'avoir d'autres questions, peut-être, Jacques, on en a une, ok. Donc, les conditions sont 2 PME européennes, les deux de moins de 2500 personnes. 2 sociétés françaises fonctionneraient également pour un programme Eurostars. Alors oui, on sort un petit peu du cadre. Ouais. Vous voulez répondre, Jacques? Non, je vous laisse parce que je ne suis pas sûr d'avoir les réponses. Alors, du côté de BPI France, donc du côté de la France, c'est jusqu'à 2000 employés et très, très exceptionnellement, on peut en sortir, mais c'est vraiment au cas par cas et donc c'est plutôt moins de 2000 employés. Et après, ça dépend de l'autre pays en face. Il arrive bien souvent que les autres pays préfèrent une définition plus européenne du terme PME et s'arrêtent vraiment à PME. Donc ça, voilà. Et par contre, non, effectivement, Eurostar, c'est à partir de 2 entreprises dans 2 pays différents. Donc c'est au moins une dans 2 pays différents. Et de toute façon, à part pour les programmes monobénéficiaires du type EIC Accelerator, par exemple, que Laura a cité plus tôt, tous les programmes européens, à partir du moment où ils sont collaboratifs, nécessitent au moins 2 pays dans le consortium et donc 2 entreprises, une dans chaque pays. Et ça, c'est le minimum. Oui, tout à fait. Du coup, Jacques, peut-être, est-ce que donc c'était la première fois que vous déposiez un dossier auprès d'un programme européen? Alors, dans le cadre de la nouvelle start-up en A3I, oui, mais dans le cadre d'autres sociétés que j'ai gérées précédemment, j'avais monté déjà un projet Eureka en 2000, et après, on avait eu l'occasion de monter un projet européen dans le cadre du FP7, je crois, en 2004. Donc, c'est des choses que je connaissais un petit peu, je connaissais les mécanismes, mais je pense que même si on connaît bien les mécanismes et si on sait comment il faut monter le dossier, être accompagné par un cabinet pour vous aider à rédiger le dossier, je pense que c'est vraiment nécessaire et indispensable si on veut se donner plus de chances de pouvoir décrocher le budget pour pouvoir réaliser le projet. Enfin, et c'est pour ça que c'est important, parce que pour une start-up ou une PME, bon, le coût du cabinet est déjà assez lourd. Et puis après, comme je le disais, il y a le coût interne que vous allez devoir mettre. Donc il faut que la probabilité de succès soit la plus forte possible. Je pense que les cabinets de conseil vous permettent d'atteindre cet objectif et de pouvoir rentabiliser votre investissement avec plus de chance, quoi.
Donc même pour vous qui êtes rodés, vous considérez que l'accompagnement est important. Donc c'est Oui, parce que pour plusieurs raisons. Ce que j'ai dit, souvent on a la tête dans le guidon, donc on va monter un projet où on va développer des arguments qui nous semblent indispensables, mais en face, l'examinateur, il ne va pas être sensible aux mêmes arguments. Donc avoir un œil critique du consultant qui va nous aider à rédiger ça, qui n'est pas forcément un expert, pour nous, il n'était pas un expert de notre domaine, parce que bon, on est souvent dans des domaines très pointus et très spécifiques. Ça nous permet de vulgariser un peu notre sujet, d'utiliser des termes un peu plus compréhensibles par tout le monde, et ça nous permet d'avoir une chance plus forte d'obtenir les projets. Je pense que ça aussi, c'est important, parce qu'on est souvent un peu à côté de la plaque, quoi, quand on met tout ça. Merci. Autre question dans le chat. Donc, la liste des cabinets spécialisés est-elle disponible? Publique, donc. Alors, elle n'est pas publique. En revanche, comme je vous le disais, il nous est tout à fait possible de vous en proposer certains qui ont été du coup référencés. À ce moment-là, ce que l'on fait, c'est simplement que l'on échange avec vous pour mieux, plutôt que vous envoyer une liste un peu out of the blue. Comme ça, on choisit nous-mêmes, en fonction de votre profil, quels pourraient être les 2 ou 3 meilleurs cabinets à vous conseiller. Donc, elle n'est pas publique, mais on peut vous proposer des noms. Ok, donc il faut directement vous solliciter. Une autre question plutôt pour vous, Jacques. Aviez-vous déjà identifié vos partenaires étrangers pour votre projet Eurostars ou vous ont-ils été apportés par le cabinet? On les a identifiés un peu avant et on s'est servi, nous, de ADI, qui est une structure qui est reliée à la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous a permis de nous mettre en contact avec un certain nombre de sociétés européennes et puis canadiennes. Et c'est dans ce vivier-là qu'on a trouvé nos partenaires. Et un autre vivier aussi pour nous, c'était avec Aerospace Valley, qui est le pôle de compétitivité qui est présent ici dans le sud-ouest, où on a sollicité leur connaissance et leur relation pour essayer de trouver les partenaires. Donc dans notre cas, les partenaires, on les avait trouvés de nous-mêmes. C'est pas le cabinet conseil qui les a trouvés, et je pense que c'est quelque chose d'assez difficile et bon, pas évident pour un cabinet conseil de vous trouver les partenaires. Par contre, par différentes voies, comme je le citais, soit par la région, soit par les pôles de compétitivité ou d'autres types de clusters, je pense qu'on peut arriver à trouver des gens qui sont à peu près dans le même secteur que vous et qui ont la même vision. Et ça, c'est un travail qu'on a fait et c'est un travail qui était très important. Nous, ça nous a pris à peu près 5 mois. Hein. Bon, c'était en pleine période de Covid aussi, donc pas facile d'avoir les rendez-vous même par visio. Mais c'est un travail qu'on a fait en amont parce que bon, pour pouvoir déposer le pré-projet à BPI France et leur dire voilà, on va vouloir faire ça, ça et ça, il faut qu'on ait une idée claire et pour avoir cette idée claire, il faut déjà avoir plus ou moins les partenaires pour savoir comment les travaux de recherche vont être partagés entre les différents participants. Donc ça, je pense que c'est très peu un travail amont. Et bon, nous, le cabinet ne nous a pas aidé dans cette partie-là, il nous a aidé plus dans la partie rédaction du dossier. Et si je peux ajouter quelque chose, par contre, c'est vrai que, alors comme le dit Jacques, je pense que c'est quand même un métier à part, donc c'est particulier. Mais par contre, hier, j'ai échangé avec une autre entreprise qui, elle, a déposé pour Eurostars aussi, mais sur le cut-off de février, et qui disait que lui avait aussi son partenaire initial. Et puis en cours de route, ils se sont aperçus qu'il serait bien d'ajouter en fait un petit quelque chose. Et pour le coup, ils sont passés par, c'est l'expert qui les accompagnait, le consultant, qui est passé par son propre réseau en Allemagne. Qui a fait et qui a réussi à trouver quelqu'un de très pointu dans ce domaine-là et qui a réussi à leur amener, même si ce n'était pas son cœur de métier, ce n'était pas la mise en relation, mais il s'avère que comme ils ont quand même l'habitude d'être en contact avec beaucoup d'entreprises de ces milieux-là et de la collaboration technologique européenne, et ben finalement, il a quand même réussi à trouver un partenaire. Et du coup, peut-être tu veux dire un mot aussi, Nolwenn, sur les autres manières de trouver un partenaire, de ton expérience, de ce que tu as pu voir à travers les entreprises? Alors, plusieurs possibilités. Je mentionnais brièvement EEN en début. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Enterprise Europe Network, c'est un réseau qui est présent dans plus d'une 60aine de pays maintenant, mais essentiellement
en Europe. Et l'intérêt pour vous, c'est que vous avez donc des personnes qui peuvent s'occuper de vous par région, donc qui sont vraiment proches de votre territoire et qui peuvent, vous accompagner pour choisir les meilleurs appels à projets auxquels vous pourriez candidater en fonction de votre profil, mais qui ont également toute une activité de mise en relation qui peuvent vous aider à faire de l'expression de besoin et à les transmettre à travers ce réseau EEN, parce qu'il est présent partout dans le monde, encore une fois, et donc relayer ces besoins-là et vous accompagner vraiment dans cela. Donc, ils font cela au cas par cas, évidemment. Il y a une plateforme aussi sur laquelle on peut faire des expressions de besoin pour relayer en Europe pour commencer. Et puis, ils sont bien souvent partenaires aussi de certains événements, à commencer par les nôtres quand on fait des sessions de matchmaking, parce que ça peut être évidemment aussi l'occasion de trouver des partenaires, et puis d'autres salons. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à eux. Vraiment, vous pouvez marquer, alors pour les franciliens, par exemple, le consortium de EEN s'appelle EEN Topic. Donc, vous tapez ça sur Internet et vous aurez des noms et des adresses mail à contacter, par exemple. Et puis, sinon, n'hésitez surtout pas aussi à faire appel à nous, puisque dans mon équipe, du coup, on est en charge des partenariats technologiques à l'international. Donc, on a évidemment, au-delà de EEN, beaucoup de contacts dans les autres pays. Donc, on peut aussi passer pour vous des messages à nos partenaires pour vous aider à trouver des partenaires, notamment, il n'y a pas si longtemps, je l'ai fait en Allemagne et ça a assez bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à discuter, que ce soit avec EEN, chez BPI. Vous avez également Business France, voilà, les chambres de commerce. Donc, n'hésitez surtout pas. Nous avons vraiment plein de structures qui sont là pour vous aider. Et donc, encore une fois, l'objectif, c'est de faciliter et d'aller chercher du financement européen. Merci. Je vois que l'heure tourne. Est-ce que Jacques voulait dire un dernier mot, puisqu'on est venu à bout des questions, peut-être sur les clés de succès d'une candidature dans le cadre d'un projet collaboratif? C'est difficile à dire quelles sont les clés pour le succès, hein. Bon, je pense, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut avoir un bon projet, il faut être bien accompagné, il faut avoir un petit peu de chance aussi. Je pense qu'au moment où il y a les examinateurs, bon, tout ça, ça fait, je ne pense pas qu'il y ait une clé particulière, hein. C'est tout un ensemble qui permet à un projet de pouvoir aboutir. Bon, il faut trouver les partenaires. Bon, bon, tout à l'heure, on en a reparlé un petit peu, mais c'est quand même, je pense, c'est la partie la plus difficile à faire. Ensuite, monter le dossier, bon, c'est aussi assez difficile. Il faut vraiment qu'il soit, je pense, axé vers l'Europe, vers ce qu'attend la Commission européenne pour que on réponde bien aux critères qu'ils souhaitent et que notre projet s'adapte bien à ces critères-là. Et après, bon, voilà, après c'est un petit peu de chance. Bon, voilà. Il n'y a pas je pense pas que ça serait trop magique si on avait 2 ou 3 clés qui permettaient à chaque fois qu'on les met de tourner et puis que ça marche. On ne connaît pas encore la recette, mais en tout cas, il faut essayer. Et merci, j'espère qu'on vous aura convaincu du coup que rien n'est inatteignable. Et surtout, voilà, essayez de vous faire accompagner dans la mesure du possible, ça facilite les choses. Un grand merci à vous deux, Jacques et Nolwenn. Un grand merci aux participants aussi. Sauf ultime question, de la part de l'auditoire, je pense qu'on va conclure. Donc, je vous rappelle, comme je disais au début, qu'on est sur un cycle de webinaires de 2 semaines pour marquer le lancement d'Horizon Europe. Donc, vous pouvez tout retrouver sur le portail Horizon Europe. Donc, horizon-europe.gouv.fr, que ce soit côté webinaire, que ce soit côté, disons, un peu plus contenu sur la manière dont fonctionne le programme, les nouveautés, etc. Et puis, surtout, voilà, n'hésitez pas à contacter tous les accompagnants de l'écosystème, que ce soit voilà, EEN, les points de contact nationaux, les pôles, et évidemment, n'hésitez pas à nous contacter nous-mêmes via le portail si besoin. Un très grand merci à nouveau et une bonne journée. Merci bonne journée à vous tous. Au revoir. Très bonne journée, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.